Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Eh bien, nous sommes à nouveau avec notre jeune prodige de géopolitique, Julien Lazarotto, que vous appréciez. Et on continue de faire la tournée du monde iranien chiite en profondeur pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et cette fois-ci, on va aller au cœur du réacteur en Iran pour que vous nous fassiez un topo sur le fonctionnement politique en Iran, Mmh. en tout cas le fonctionnement politique dans l'Iran actuel, celle de la République islamique d'Iran, qui est un peu complexe Oui, pour certains. effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez, moi, j'ai toujours été d'avis que si vous voulez comprendre une période historique, un peuple ou même des institutions, vous devez comprendre, les idées sous-jacentes, disons la philosophie ou l'idéologie, qui, organise ou qui a amené à certaines décisions liées à ce peuple, cette culture, cette période historique, ces institutions. Par exemple, si vous voulez analyser les institutions de l'Union soviétique, le faire sans parler de communisme, ou même de léninisme, ça paraît compliqué. C'est une très bonne méthode que beaucoup oublient, et d'ailleurs, ça s'applique aussi à la bonne sociologie. Oui. J'ai eu la chance d'avoir les derniers cours de Pierre Bourdieu, Mmh. et il rappelait toujours à ses étudiants, même les plus jeunes, euh, il faut toujours vous poser la question de pourquoi les gens pensent ce Mmh. qu'ils pensent. Exactement, et le problème, c'est que ce n'est pas une simple histoire d'apprendre par cœur les croyances des gens. Il faut être capable de faire le raisonnement qu'ils font, c'est-à-dire d'arriver à partir de postulat A à la conclusion B vous-même, parce que sinon, leur processus de décision reste une boîte noire. Vous apprenez par cœur une liste de croyances, mais vous ne savez pas pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai toujours considéré que souvent, enfin, en tout cas souvent, les meilleurs historiens sont aussi des historiens de la philosophie. Par exemple, Lucien Gerfagnon, qui est un historien assez connu, enfin un vulgarisateur assez connu sur la société romaine antique, est avant tout un historien de la philosophie gréco-romaine. C'est pour ça que je trouve que ces bouquins sont beaucoup plus instructifs qu'une simple liste de dates à apprendre ou la République romaine à telle institution, etc. Bon, tout ça pour dire que dans la première partie de cette émission, je vous propose d'étudier un petit peu quels sont les postulats philosophiques ou idéologiques, si vous préférez, de la République islamique d'Iran. Et très clairement, ce travail n'est pas fait par, visiblement, la plus grande partie des dirigeants occidentaux. Et même des analystes. Je pense que c'est vraiment un système qui n'est pas compris. Mais même en général, la méthode, alors Oui. celui-là n'est pas compris, mais on a un peu perdu ce travail qui existait justement d'aller au cœur philosophique de pourquoi est-ce que les gens sont ce qu'ils sont, pensent ce qu'ils sont, et qui est, par exemple, pour le savoir, dans le fonctionnement actuel du FSB, Mhm. il y a un département qui s'occupe de ça. Oui. Les gens sont payés pour faire ce que vous faites, réellement, jusqu'au bout, et que l'information arrive aux décideurs, et pas qu'on se retrouve avec des dirigeants comme on a actuellement nous, qui ont l'air de ne pas comprendre du tout comment fonctionnent les gens qu'ils ont en face d'eux. Eh bien, écoutez, si jamais cette conférence donne des idées à quelqu'un dans l'appareil d'État français, moi je veux bien être embauché pour faire ce travail. Donc voilà. Le problème, c'est pas de faire que le travail, Julien, c'est qu'on vous écoute après. C'est vrai, oui. Mais je veux bien être payé juste pour faire le travail, ça doit être D'accord. bon, Allez, voilà. le message est envoyé. Donc, les analystes à DGSE, il y a un gars qui est très bien. Bon, mais tout ça pour dire que donc la première partie de cette émission risque d'être un peu philosophique et donc un petit peu abstraite. Donc je préviens nos auditeurs pour qu'ils savent que dans cette première partie, il faut un peu suivre le déroulé du raisonnement. Je commencerai par dire que cela surprendra peut-être nos auditeurs, mais un certain nombre d'étudiants ou de professeurs en philosophie politique au cours des 50 dernières années ont fait une comparaison entre la République islamique d'Iran et la République de Platon. Et cela pourrait peut-être vous étonner. Bon, il faut savoir quand même que Platon et Aristote sont étudiés dans les séminaires religieux chiites depuis un millier d'années, et que de toute façon, comment dire, Platon et Aristote, je ne suis pas en train de dire que Khomeini a ouvert un livre de Platon, La République, il s'est dit c'est génial, je vais translater ça directement dans la constitution iranienne. Néanmoins, bon, Platon, c'est le genre de philosophe qui a eu une telle influence ces 2500 dernières années que vous retrouvez des idées platoniciennes même chez des gens qui n'ont pas idée que ça vient de Platon. Bon. Mais tout ça pour dire que je pense que ce n'est pas un mauvais cadre d'analyse de voir l'Iran actuel comme une sorte de tentative d'instaurer la République de Platon dans le contexte d'un Iran musulman au XXe siècle. Et je pense que c'est pour ça que je vais essayer d'utiliser ce cadre, cette direction, pour expliquer la logique sous-jacente des institutions iraniennes qui, pour moi, sont assez platoniciennes dans l'idée.
Bon, alors, pour ce qui est de la politique, Platon et même Aristote d'ailleurs partent d'une observation qui est simple, qui je pense ne fera pas, qui n'étonnera personne, c'est que notre monde est gouverné par des lois. Mais pas au sens de loi, texte de loi publié par l'Assemblée nationale ou par la Commission européenne, au sens de loi de la physique, au sens de loi de la gravité, loi de la thermodynamique. Notre monde suit une certaine logique. Il est encadré par certains principes, on va dire. Et toute action humaine s'insère dans les paramètres de ces lois. Par exemple, si vous êtes un architecte, vous ne pouvez pas construire votre bâtiment n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des murs porteurs, par exemple. C'est fait, en général, ça tombe pas. Oui, voilà. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est pas une bonne idée en général. C'est-à-dire que Sauter d'un avion sans parachute, en général, ça finit mal. voilà, ou alors même avec un parachute en plomb. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Très mal. Il y a toute une liste d'idées qui sont très mauvaises parce que vous pouvez essayer d'échapper à la gravité, mais vous n'allez pas y arriver, quoi. Bon, ce sont des lois qui ordonnent notre univers. Et quand j'utilise le terme de loi, c'est à ce champ sémantique qu'il faut référer, pas type code de la route, hein. Bon, donc tout ça pour dire que notre monde suit une certaine logique et donc on est obligé de prendre en compte ces logiques si on veut créer des choses durables. Et donc ça ne veut pas dire que les architectes sont obligés de construire un seul type de bâtiment. On peut avoir une variété de matériaux, de styles architecturaux, même qui s'adaptent à l'environnement, etc. Mais il y a quand même certains principes généraux qu'on est obligé de suivre si on veut construire quelque chose de durable. Et la question que Platon et Aristote d'ailleurs vont poser, et la question que Platon et d'ailleurs Aristote vont poser, c'est est-ce que ces espèces de lois transcendantes s'appliquent uniquement aux objets physiques ou par exemple aux sociétés humaines? Est-ce que les sociétés humaines suivent certaines logiques qui, si on les viole, vont causer par exemple une déchirure du tissu social, des conflits civils, ou enfin voilà, même un effondrement comme on a pu le voir en URSS, enfin un effondrement de l'État, etc. Bon, évidemment, la réponse d'un Platon et d'Aristote, ça va être que oui, parce qu'ils considèrent que l'être humain a une nature, par exemple. Et je vais vous donner un exemple très concret de ce à quoi ils pensent quand ils disent ça. Et donc, les sociétés, les institutions sociales, puisque l'être humain a une nature, les institutions sociales et les interactions sociales vont suivre une certaine logique. Et si vous allez à l'encontre de cette logique, de fil en aiguille, encore une fois, votre société va se déliter. Et donc, il faut que vos institutions soient en harmonie, on va dire, avec cette nature humaine. Et donc, tous les types de sociétés ne sont pas possibles pour Platon et Aristote. Exemple typique, quand Platon et Aristote disent que l'être humain a une nature, par exemple, ils pensent que la psychologie humaine est organisée selon trois, on va dire, tendances, trois forces, trois principes. La première tendance psychologique humaine, ça va être le psychisme qu'ils appellent vital, c'est-à-dire l'instinct de survie, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, donc le fait de vouloir être en sécurité, d'avoir un toit, un foyer, éventuellement des enfants. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est le psychisme qu'ils vont appeler animal, donc qui est partagé par certains animaux, en fait, qui concerne les émotions. L'être humain est une créature qui ressent des émotions, qui peuvent parfois être très importantes et ça peut des fois gouverner nos actions. Et l'être humain, enfin, a une troisième tendance qui est la tendance à la rationalité, la capacité de faire preuve de recul sur une situation, de planifier à long terme, d'avoir un discours articulé, ce qu'on fait sur Fréquence Populaire, par exemple. Et dans cet exemple, précédent cas, on a par exemple Donald Trump qui réagit un peu trop aux émotions, en tout cas, ce qu'il semble. Et l'extrême absolu du contrôle, ce serait un Xi Jinping. En gros, ce serait un peu ça, oui. Xi Jinping, c'est quelqu'un chez qui la tendance à la rationalité dominerait largement sur la tendance à l'émotionnel et peut-être même éventuellement à la pulsion vitale, etc. Bon, mais en tout cas, bon. Je dis ça parce que ça sera... Alors, la diffusion, ce sera après, mais là, au moment où on enregistre, eh bien, c'est la préparation de la rencontre, justement, entre Donald Trump et Xi Jinping. Oui. C'est pour ça que j'ai fait... Oui. On va voir si ces deux personnes très différentes arrivent à discuter. Mais en tout cas, si vous voulez, pour Platon et Aristote, en tout cas, chez les êtres humains, donc il y a ces trois tendances qui peuvent se combiner et qui peuvent s'opposer d'ailleurs, parce que vous pouvez, pour vous venger de quelqu'un, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Donc en fait, vous mettez votre rationnel au service de l'émotionnel. Vous voyez, donc les deux peuvent aller dans la même direction. Mais en tout cas, si vous voulez, Platon et Aristote, ils vont vous dire, faut certainement pas voir les êtres humains comme des êtres de marbre, parce que le fait que les êtres humains soient rationnels et émotionnels, par exemple, ça va les rendre sensibles à la question du sentiment d'injustice. Alors que, bon, par exemple, si vous avez deux chats, vous donnez une friandise à l'un et pas à l'autre. Le chat à qui vous n'avez pas donné de friandise, il va pas être jaloux, enfin il va pas en vouloir à mort à l'autre chat, il va pas dire c'est injuste, il va pas voilà. Alors que si vous avez un enfant, un court instant, j'ai deux chats, oui, et puis ça s'arrête. Mais si vous faites ça avec vos enfants, il y en a un ça va laisser des traces. Oui, ça va laisser des traces. Alors, ça peut créer des jalousies, etc.
Et c'est important parce que Platon et Aristote, ils vont vous dire, si les institutions sociales que vous avez créent un sentiment d'injustice, vous allez accumuler des frustrations régulières qui vont peut-être créer un déficit de civisme et qui peuvent déchirer le tissu social. Par exemple, j'ai un ami dont le père vient du bloc de l'Est, qui résumait en fait son attitude à son environnement social par la phrase « Ils font semblant de nous payer, donc on fait semblant de travailler ». Parce que, en gros, c'est une phrase un peu cynique pour dire j'ai le sentiment de ne pas être reconnu à ma juste valeur, quoi que je fasse, en plus vu qu'il y a de la corruption, etc. Les institutions ne m'encouragent pas, si vous voulez, à les défendre. Et donc, je ne dis pas que c'est que pour ça, par exemple, que la Yougoslavie et l'URSS se sont cassés la figure, mais vous avez une sorte d'apathie vis-à-vis du système, de déficit de civisme. Enfin, il me disait que les gens piquaient des trucs au boulot, etc. Qui fait que ça produit des comportements antisociaux qui peuvent participer à l'effondrement d'une société. C'est la base, peut-être vous ne connaissez pas, mais de chansons d'un certain Victor Tsoi, qui était une figure rock de la fin de l'URSS et qui, dans ses chansons, parlait de ce personnage qui était quelque part et complètement épuisé par et qui ne comprend pas l'intérêt d'aller au travail et qui donc traîne des pieds. En fait, il fait même pas de sabotage. Il pique rien, juste il n'a pas l'air, il ressent pas pour lui-même le fait qu'il est utile à ce truc qu'il comprend pas, et puis donc il traîne des pieds, donc ça contribue à ce que ça craque. Et donc, en tout cas, tout ça pour dire que, alors je sais pas si Platon et Aristote diraient, bah voilà, c'est logique que l'URSS et par exemple la Yougoslavie se soient cassés la figure, mais en tout cas, si vous voulez, le truc c'est que si un bâtiment s'effondre parce que l'architecte a mal fait son travail, au pire il va tuer 10 ou 20 personnes, on va dire. Mais les sociétés qui s'effondrent, c'est des centaines de milliers, voire des millions de vies qui sont détruites. Donc pour Platon et Aristote, ce qui est très important dans les institutions sociales et dans la politique, c'est vraiment d'essayer de dégager ces grandes logiques sous-jacentes aux interactions sociales pour faire en sorte que, de la même manière que vous ne laissez pas un architecte faire n'importe quoi, vous n'allez pas laisser les politiciens instaurer des institutions qui, à terme, peuvent se traduire par des catastrophes. C'est extrêmement important parce que, un petit aparté sur on n'a pas besoin d'aller en URSS ou en Yougoslavie, mais la France. Oui, effectivement. Qui a une structure qui s'appelle une constitution, qui s'appelle la Ve République, qui a un rapport particulier entre le personnel politique, en particulier le président, une sorte de roi républicain, et un peuple qui est souverain et qui l'élit. Or, cette institution est malade parce que le vote du peuple n'est pas respecté. Et ce qu'on disait de ce Victor Tsoi dans le système soviétique, on le voit chez les lecteurs moyens français qui on va plus voter ou alors on considère que tout ça est faux. Voilà. Bon, c'est sympathique, ça permet de se faire élire plus facilement sur un petit corps électoral, mais l'ensemble de la structure s'effondre, in fine. Oui, d'ailleurs, c'est à mon avis très fortement affaibli. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins, il y a un taux de natalité qui s'empire d'année en année. C'est parce qu'une bonne partie des jeunes, je sais de quoi je parle, ils ont pas vraiment l'impression qu'il y a un avenir économique très reluisant. Ils ont du mal parfois à se loger, et donc en plus avec l'ambiance générale parfois à former des relations sociales, donc éventuellement des couples. Donc avoir des enfants quand on est jeune, c'est pas forcément une perspective qui vient naturellement. Or, une société qui n'a pas d'enfants a un avenir compliqué. Donc, effectivement, vous pouvez avoir une analyse un peu aristotélo-platonicienne de la situation en France, qui vous dirait, clairement, les institutions ne sont pas adaptées, il faudra les changer. C'est une loi, mais c'est vraiment c'est intéressant d'aborder ça de cette manière-là, parce que philosophique, c'est pas ennuyeux en fait. Je pense pas que ce soit perçu comme ennuyeux, et ça permet de revenir sur un regard sur la société qu'on n'a plus trop quand on a arrêté de faire de la philosophie, même un petit peu pour certains au lycée, de revenir à des choses de ce genre. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, une société qui ne fait pas d'enfants, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une question de jugement. Mais s'il n'y a pas assez d'enfants, la société disparaît. C'est-à-dire que là, le cas se pose très concrètement. C'est une loi vérifiée, pour le coup, d'Aristote et de Platon, en Corée du Sud, qui va être la première société avec un taux de natalité de 0,67%. Alors, formellement, en termes de chiffres, ce pays disparaît, et toute sa culture et son passé, en 2110. Si les tendances se maintiennent, oui. Oui, mais en fait, en réalité, c'est 2050. Parce que les dégâts sont tels sur le fonctionnement en fait, de la société qu'elle ne peut pas tenir. Voilà. Elle se disloque par manque d'enfants. Et puis les gens ne se battent pas. Enfin, pourquoi est-ce que quelqu'un va creuser la terre au fin fond de la Chine dans une mine de charbon ou germinal chez nous? Parce qu'il y a des enfants, il faut les nourrir, il n'y a pas le choix. Mais s'il n'y a pas d'enfants, allez au diable tous. Je vais me forcer à travailler comme un forçat.
Bah, Extrêmement important. oui, Donc, comment ça nous ramène à nos amis iraniens, ça? Eh bien, parce que la solution de Platon à ce problème, il dit quelque chose qui est relativement simple, c'est pour lui, il faudrait créer une sorte d'ordre monastique qu'il appelle le Conseil des gardiens de la République de Platon, dont le rôle, enfin, qui doivent dévouer leur vie entière à l'étude de ces lois, de ces logiques immuables, on va dire, des sociétés humaines, et qui doivent servir de garde-fous pour éviter que, si vous voulez, ils doivent superviser les politiciens pour que les politiciens ne prennent pas des décisions qui seront désastreuses dans 30 ans, ou même dans 10 ans, ou même dans 50 ans. Ils doivent essayer de voir le plus long terme possible et de mettre un veto et de cadrer, on va dire, c'est pas forcément eux qui gouvernent au quotidien, mais ils doivent dire à ceux qui gouvernent au quotidien, tu ne peux pas aller dans cette direction, de la même manière qu'un architecte à son client va lui dire, désolé, le plan que vous avez fait, enfin je suis désolé, dans 5 ans, votre maison s'effondre, donc je ne peux pas vous laisser faire ça, j'ai un devoir moral quelque part de vous en empêcher. D'ailleurs, l'un des premiers codes de loi auquel on a accès, il me semble que c'est le code d'Hammurabi, disait que si une maison s'effondre et que tue les habitants, l'architecte qui a fait cette maison doit être puni par la loi du talion. Donc c'est pour vous dire en fait cette idée il y a une responsabilité morale en tout cas de ceux qui prennent ce genre de décision envers ceux qui dépendent d'eux en quelque sorte. Donc bref, en tout cas Platon dit il faut créer une sorte voilà d'ordre qui veille au bon maintien, enfin à ce que les institutions soient en alignement avec ces lois éternelles qui régissent la société humaine. Donc on voit venir, d'où les gardiens de la Révolution. Bah, en fait, cette vision de Platon, elle tombe à point nommé. Disons, elle est très séduisante si vous appartenez à une religion révélée, enfin du livre type christianisme, islam ou judaïsme. Pourquoi? Parce que quand vous appartenez à cette religion, vous pensez que Dieu, à travers par exemple la Bible ou le Coran, vous a transmis en version simplifiée des lois invisibles qui régissent l'univers, c'est-à-dire en fait les lois morales, les injonctions morales que Dieu vous donne dans le christianisme, l'islam et le judaïsme, si vous appartenez à ces religions, c'est Dieu qui vous dit, si vous faites ça, vous allez avoir une vie sociale saine, une vie morale saine, donc après la mort, chose que vous ne pouvez pas percevoir de votre vivant, mais l'univers fonctionne enfin, existe de manière à ce qu'il existe un paradis ou un enfer, par exemple. Donc en fait, vous vous conformez à l'harmonie universelle, donc si vous vous comportez comme ça maintenant, vous verrez qu'après votre mort, en fait, vous avez eu raison. Mais même de votre vivant, telle interdiction morale peut avoir des conséquences sociales délétères si vous ne l'appliquez pas. Par exemple, un clerc musulman, un imam musulman qui est un peu platonicien, vous dirait, prenez l'interdiction de l'usure, par exemple. Pourquoi, vous pourriez vous dire pourquoi interdire l'usure? Parce que tout le monde l'usure. Oui, le prêt-intérêt. De prêter et de récupérer non seulement le prêt, mais un intérêt. Un taux d'intérêt. Donc l'islam, le judaïsme et même à une certaine époque le christianisme, en tout cas, soit voit mal le prêt-intérêt, soit l'interdisent carrément. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que on pourrait penser, voilà, banquier, ça pourrait être un métier comme un autre. Pourquoi autoriser les marchands et pas les banquiers? Eh bien, en gros, un clerc musulman qui aurait une logique platonicienne, il vous dirait, parce que le problème du prêt-intérêt, c'est que c'est très rentable. Donc, si vous l'autorisez, vous allez autoriser le développement d'un secteur financier qui va devenir très riche et qui, comme il est malin, il va créer de nouveaux produits financiers toujours plus compliqués pour se diffuser à tout le reste de l'économie. Donc, vous allez avoir une sorte de pieuvre qui va se diffuser à tous les secteurs justement, et donc qui va pénétrer vraiment tous les secteurs économiques, qui va être très riche. Inévitablement, il va finir par vouloir avoir une influence politique. Et donc, en bout de course, 500 ans plus tard, vous vous retrouvez avec Macron à l'Élysée. Je caricature un peu, mais en gros, un clerc musulman, il vous dirait, vous pourriez vous passer de Marx, de la lutte des classes entre capital et travail, enfin rémunération du capital et rémunération du travail, si vous écoutiez juste cette interdiction morale. C'est-à-dire que, et il vous dirait... Ah bah, c'est clair qu'aujourd'hui, les États sont quasiment tous endettés. Au-delà des circuits financiers qui existent. Donc, et les intérêts de la dette, justement, commencent à plomber très sérieusement les États, la France par exemple, mais aussi les États-Unis, causant des dégâts au service public, en une spirale infinie, puisque la dette peut jamais être remboursée, et l'intérêt de la dette court toujours, et donc la société, donc les citoyens qui n'ont rien demandé, deviennent l'esclave. Encore, si c'était l'esclave d'un pharaon, on sait qui est pharaon, il a un chapeau et là, tout, c'est difficile. on ne sait même pas qui c'est. On est esclave de l'ère du temps.
c'est horrible. Enfin, une société va fonctionner d'ailleurs. De toute façon, nos sociétés deviennent dysfonctionnelles Oui. en raison de ce principe. C'est amusant de Oui. le noter. Et donc, si vous voulez, le raisonnement que je viens de vous tenir, il est tout à fait platonicien, justement. Oui. C'est vous autorisez quelque chose de délétère, mais vous le voyez pas forcément à l'instant T. C'est juste que 300 ans plus tard, vous voyez les conséquences désastreuses de ça. Et justement, musulman vous dirait, si vous aviez écouté Dieu qui nous a transmis ça comme sous le biais d'une injonction morale, mais en fait, c'est parce que, il pouvait pas forcément transmettre des bibliothèques entières à une époque. Donc, du genre, on vous l'avait bien dit. Voilà, oui, il y a un côté, on vous l'avait bien prévenu. dit. Et donc, si vous voulez, quand vous êtes un clerc d'une société, d'une religion révélée, la République de Platon, le Conseil des gardiens de la République de Platon, elle trouve son incarnation dans le clergé. Parce que si vous êtes athée, vous pourriez dire oui, mais Platon, il est bien gentil. Mais ce genre de loi immuable des sociétés, les sociétés humaines sont tellement complexes que savoir à l'avance qu'une société est délétère de manière objective, de manière presque scientifique, c'est pas facile. Mais justement, comme vous avez ces livres révélés, vous pouvez vous baser sur un texte que vous considéré comme révélé par une autorité supérieure, quelque En tout part. cas, c'est notre cas dans le cas de l'Iran, voilà. qui est, on en a parlé, qui est un pays musulman, chiite, donc il y a un clergé, contrairement aux sunnites où c'est plus de type protestant un peu chaotique. Ouais. Bon, on pourrait faire une émission plus tard pour détailler ce point-là. Mais oui, ils ont un clergé plus organisé et plus centralisé. Et en plus, bon, ils ont des considérations liées au mysticisme qui fait qu'un homme peut être inspiré par Dieu à un moment donné. Du coup, c'est pratique pour aider, pour conseiller les dirigeants, quoi. Si quelqu'un reçoit une inspiration divine, enfin bref. Bon, on va évacuer un peu ce détail de la question. Mais tout ça pour dire que cette thèse, comme je disais, elle est très séduisante, surtout pour les membres d'un clergé. Parce que ils peuvent dire, écoutez, on va mettre le politique sous tutelle, dans le sens où on va pas forcément diriger, mais on va pouvoir dire la société ne devrait pas aller dans telle direction, parce que sinon, au bout de course, elle se délite. Et en tout cas, le principe du romanisme, donc qu'on appelle le wilayatul faqih, donc ou le wilayat al-faqih, si vous prononcez ça un peu à la française, qui se traduit à peu près par la tutelle du docte religieux, ou alors pas la gouvernance, mais la guidance du théologien juriste. C'est l'idée que le clergé islamique ne doit pas forcément gouverner, mais qui doit envoyer un représentant ou plusieurs représentants dans les affaires humaines, politiques, et essayer de dégager les grands principes moraux et sociaux qu'une société islamique doit suivre, et cadrer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, donc c'est-à-dire l'ensemble des opinions qui sont socialement acceptées des opinions politiques qui sont socialement acceptées dans le débat public. Par exemple, pour nos auditeurs en France, le souverainisme, alors il peut être accepté au quotidien entre Français, mais je veux dire, vous n'avez pas vraiment d'accès dans les médias ni de représentation institutionnelle. Donc on pourrait dire que le souverainiste ne fait pas partie de la fenêtre d'Overton en France. C'est-à-dire qu'il est évacué du discours public jugé comme acceptable par les différentes institutions. Et donc, ça m'amène aux institutions de la République islamique d'Iran. Le clergé, donc, n'a pas vocation à gouverner au quotidien. Il a vocation à surveiller le processus politique, en théorie en tout cas, et jouer le rôle d'arbitre en disant « cette idée ne devrait pas avoir de représentation politique, mais par contre, cette idée, l'islam ne dit rien particulièrement dessus, donc on peut les laisser au débat public et donc les soumettre à l'élection. » Et c'est pour ça que la République islamique d'Iran est un système un petit peu curieux, parce que ce n'est pas vraiment une dictature au sens classique, comme vous pouvez en trouver, vous pouviez les trouver chez Salazar au Portugal, Franco en Espagne ou même les dictatures d'Amérique latine. Parce que le clergé iranien, c'est plus une sorte d'état profond, on va dire, militaro-clérical, un système au sens où nous, en français, on entendrait système quand on dit Macron est un agent du système. D'ailleurs, les Iraniens ont un mot précis pour traduire système, ils disent le nizam. Donc ça peut vouloir dire le régime, mais en fait ça veut dire le système en général. L'état profond. Oui, l'état profond. Mais donc, parce que le problème d'état profond, c'est que vous pouvez avoir des structures du système qui sont en dehors de l'État. Par exemple, en France, vous avez des grands groupes bancaires, journalistiques qui sont nominalement privés, etc., qui se coalitionnent avec de hauts fonctionnaires, etc. Donc le terme de système dépasse le concept simplement d'état profond. Bien sûr, bien sûr. Et qui font ce cadre de ce qui est autorisé. Voilà. Et c'est pour ça que certaines personnes ça s'appelle le mainstream, ça s'appelle la pensée unique. Oui, voilà, exactement. Chacun donnera son nom et qui fait que certains sont agacés d'écouter par exemple France Info et se dire mais ils voient pas qu'ils ont un discours plutôt européiste, mondialiste, néolibéral. Il n'y a pas beaucoup
n'y a pas beaucoup d'alternatives dans leur. Oui, Et un journaliste de ce milieu vous dire ben, pas du tout, nous sommes tout à fait ouverts dans le cadre oui, qui est celui-ci. oui. Alors, c'est pas dit, c'est plus diffus, même si c'est très réel Mhm. chez nous. Par contre, en Iran, Oui, c'est c'est explicite. déclaré. Oui, c'est-à-dire c'est dans la C'est encadré, c'est beau, c'est doré, C'est dans la c'est Constitution. mis. Ah. C'est-à-dire que c'est représenté notamment, entre autres, par le poste de guide suprême de la révolution islamique, qui doit être, en principe, le représentant le plus éminent du clergé. Bon, en pratique, bon, il y a toujours la théorie et la pratique. Encore une fois, là, je vous parle de la philosophie politique. Ce qui n'est pas le cas avec Mojtaba Khamenei, pour le coup, par exemple. C'est, C'était le cas avec son père? bah, on pourra aborder ça plus en détail, mais en fait, le problème, c'est que, Ceux qui ont les turbans noirs et les turbans blancs. bah, c'est-à-dire que, Enfin bon, on va peut-être pas rentrer dans ce détail maintenant, mais Ouais. allez-y, continuez. bah, oui, on y reviendra plus tard, parce que justement, après, on abordera la pratique du pouvoir dans la République islamique, qui explique en grande partie les crises, la lente crise politique qui se dégage depuis une vingtaine d'années en Iran. Mais en tout cas, voilà, le principe, c'est le clergé ne gouverne pas au quotidien, en théorie. Mais donc, ça veut dire que l'Iran, contrairement par exemple au Portugal de Salazar, il autorise un certain degré de participation politique à sa population. Donc la population iranienne est politisée. Alors que sous Salazar, le problème c'est que le dictateur gouverne au quotidien. Donc critiquer les actions du gouvernement, c'est critiquer le dictateur, c'est critiquer le régime. Alors qu'en Iran, vous pouvez critiquer les actions du gouvernement, et le guide suprême peut dire oui, bah tout à fait, bah, dans ce cas-là, à la prochaine élection, vous verrez si la prochaine personne que vous choisissez aux élections vous correspond mieux. C'est-à-dire que prenons un exemple. Imaginons que Khamenei ait des convictions plutôt libérales économiquement. Je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginons. Mais qu'il reconnaisse que ce sont ses opinions personnelles, mais que l'islam, en tant que doctrine morale et religieuse, comment dire, ne tranche pas sur est-ce que le gouvernement doit être plutôt socialisant ou plutôt libéral. Donc Khamenei peut dire écoutez, c'est mon opinion personnelle qui devrait être plutôt libérale, mais je n'ai pas la légitimité religieuse de vous interdire d'être plutôt pour la redistribution sociale. Donc, à la prochaine élection, je vais autoriser un candidat plutôt libéral, un candidat plutôt social, on va dire, et c'est une question qui peut être soumise à l'aval du peuple iranien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'élection du président actuel, Massoud Pezeshkian, qui est plutôt considéré comme étant plus libéral économiquement, même dans les mœurs, plus occidental. Mhm. Et il y a un vrai débat à ce sujet. D'ailleurs, Oui. récemment, France 24, je crois, une chaîne publique française, a fait un reportage là, à Téhéran, et a été complètement ébahi d'arriver dans une librairie publique, enfin une librairie qui est pignon sur rue, pas cachée dans une cave, et qui tous les 2 soirs organise un débat avec des gens qui sont pro-Mollah, qui sont plutôt gardiens de la Révolution, qui sont plutôt Pezeshkian, qui sont plutôt libéraux, qui sont plutôt occidentalistes, qui sont plutôt pro-russes, qui sont plutôt pro-chinois, et tout ça discute librement dans ce cadre. Oui, dans un cadre. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que... Oui, il y a ce cadre quand même. Oui. Enfin, il met cette possibilité quand même. Oui. Parce qu'on a l'impression plutôt ici que c'est des mollahs avec des turbans, ils ont des fouets, et rien. Enfin, c'est dictature classique Salazar. C'est pas le cas. Non, en tout cas, oui, il y a une vraie possibilité pour certaines franges de l'opposition d'arriver au pouvoir parce que le guide peut décider d'avoir une sorte de système de, on va dire, de cohabitation, un peu comme Chirac-Jospin, comme Chirac, Mitterrand-Balladur, où il laisse une certaine frange de l'opposition qu'il considère comme rentrant dans le cadre du système gouverner. Et si jamais il se plante, le guide pourra dire, bah écoutez, vous n'avez qu'à vous plaindre de vous-même, c'est vous qui l'avez élu, si vous voulez. Et ça a plusieurs effets. C'est très important parce que ça permet à la République islamique beaucoup de souplesse, parce qu'il peut y avoir un certain panel d'opinions politiques qui sont représentées, ce qui fait qu'en fonction de la situation du moment, si vous voulez, c'est pas toujours les mêmes figures qui dirigent pendant 30 ans au quotidien. C'est-à-dire, il y a une Assemblée nationale en Iran, il y a une présidence de la République qui, du coup, d'un point de vue des pouvoirs institutionnels, c'est un peu l'équivalent du Premier ministre en France, si vous voulez, mais qui est élu au suffrage universel. Vous avez donc des conseils élus ou non élus, par exemple Conseil d'État pour la stratégie de machin, etc., qui permet, si vous voulez, d'accueillir un certain nombre de discussions. C'est-à-dire il peut y avoir plusieurs courants d'opinion qui sont représentés au sein de la République islamique d'Iran. Et donc si la situation internationale change, par exemple, et que d'un seul coup, je ne sais pas, la Chine est dirigée par un pouvoir qui est plutôt favorable à la République islamique, la République islamique peut, en fait, elle peut changer de manière relativement souple, elle peut adapter sa politique en fonction des gens qui sont élus, on va dire. De plus, ça a l'effet de rallier une partie de l'opposition à la vie politique iranienne. Parce que une partie de l'opposition, tant qu'elle reste dans certains cadres, elle peut voir ses idées représentées au pouvoir
et voir ces idées mises en application. Donc ça veut dire que vous avez un tas de gens qui, plutôt que de s'engager dans l'opposition franche et directe avec le régime actuel, avec la constitution actuelle, vont se dire, bon écoutez, je vais peut-être tenter ma chance, peut-être que le guide suprême me laissera gouverner comme je l'entends, tant que je reste dans certains cadres, peut-être qu'il y a moyen justement de cohabiter en quelque sorte. Donc si vous voulez, ça fait que le régime peut, peut survivre parce qu'il se présente, enfin il laisse à une partie de son opposition la possibilité de jouer au jeu du système pour faire passer leurs idées. Donc ça permet d'évacuer un peu de pression politique. Contrairement, par exemple, sous Salazar, à aucun moment vous pouviez avoir un Premier ministre socialiste. Vous voyez, le seul moyen pour un socialiste de mettre ses idées en application au Portugal, c'était de soutenir les communistes pour qu'ils fassent un coup d'État, quoi, grosso modo. Alors que dans la République islamique d'Iran, en théorie, une telle chose est possible. Ce qui donne d'ailleurs une certaine profondeur institutionnelle à la République islamique, parce que ça veut dire que les équipes changent. En tout cas, par exemple, les ministres peuvent changer d'un président à l'autre. Donc vous avez quand même pas mal de gens qui ont l'expérience, qui se font la main en faisant les institutions. La République islamique, c'est pas 30 personnes qui, depuis 30 ans, ont toujours le même poste. Et oui, et c'est là qu'on voit en quoi cette analyse profonde que vous faites explique des événements qui semblent incompréhensibles et à Netanyahou et au Mossad même, et à Donald Trump. C'est que ça a marché en Irak, on décapite la tête les deux fils de Saddam Hussein et 30 ministres et généraux, basta, c'est fini, comme si tout s'effondre comme un château de cartes. Oui. Et là, ils constatent qu'ils ont beau éliminer une centaine de dirigeants, ce qui est un exploit. Oui, en effet. Tout fonctionne. Enfin, fonctionne. C'est difficile, mais ça marche quand même. L'État perdure. L'État iranien perdure avec des gens qui ont l'air plus ou moins compétents, peut-être même plus que ceux qui étaient avant. Oui. C'est qu'il y a ça. Oui. Il y a cette capacité. Ça veut dire que beaucoup de gens sont formés. Oui. On va se remplacer. Et il y a cette voilà. Donc il y a un vivier, il y a un personnel politico-militaire qui peut diriger, même si 1, 2, 3 échelons au-dessus sont éliminés. Oui, c'est ça, oui. Et donc forcément, c'est pour ça que je dis que la République islamique d'Iran peut faire preuve de beaucoup de souplesse, institutionnellement parlant, parce que en fonction elle a un vaste réservoir dans lequel piocher en fonction des situations, en fait, finalement. Et qui souvent est compétent parce que, du coup, les mollahs, ils essayent de faire en sorte que les gens qui se présentent dans la vie politique iranienne et qui ont une chance d'être élus soient formés. Par exemple, Massoud Pezeshkian, l'actuel président de la République islamique d'Iran, c'est un ancien chirurgien, vous voyez. Ali Larijani, qui était l'un des grands coordinateurs d'une des institutions de sécurité, enfin en gros, qui gérait un cercle de réflexion stratégique au sommet de l'État, par exemple, c'est un doctorant en philosophie de Kant, par exemple. Donc, en tout cas, voilà, vous avez cette idée on veut avoir un réservoir de gens assez formés. Là, justement, pendant que vous parliez, je le cherchais, ça y est, j'ai trouvé. Celui qui a apparu au cours de ce conflit, un peu comme le rockstar maintenant, c'est le colonel Ibrahim Zolfagari. Je dois prononcer souvent très très mal. Donc le Ibrahim Zolfagari, qui est le porte-parole du commandement opérationnel des forces militaires. Et on découvre qu'il est diplômé de mathématiques, de philosophie, spécialiste de Kant. Donc pas d'un philosophe, spécialiste d'un philosophe occidental. Kant en plus, son abord, c'est tout à fait intéressant. Et qui est parfaitement compétent. Oui, oui, bien sûr. Alors qu'il a l'air il sort complètement du chapeau, a été inconnu il y a 2 mois. Oui, et donc, en tout cas, ce système permet l'émergence de ce genre de personnes. Et alors, pour revenir à cette idée de flexibilité du système de la République islamique, comme je disais, le clergé, en fait, en théorie, encore une fois, il ne gouverne pas directement, mais il dispose d'un droit de veto à tous les niveaux du système. Par exemple, quand les gens veulent se présenter aux élections comme candidats, il peut dire vous êtes disqualifié pour cette élection. Si jamais ils sont élus, par exemple, un président de la République islamique est élu comme Massoud Pezeshkian, le guide suprême peut dire la personne que vous voulez nommer ministre à tel poste, je le refuse, vous devez trouver quelqu'un d'autre. Ou encore, quand ils veulent publier une loi, il me semble que le guide peut mettre son veto sur la loi. Mais ça veut dire que ça veut pas dire, alors il peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il le fait forcément, mais ça veut dire il peut énormément moduler le degré d'autoritarisme du processus à tous les niveaux. Ce qui fait qu'il peut très bien avoir une élection où, en gros, comme en 2021 d'ailleurs, on y reviendra parce que ça a causé beaucoup de mécontentement en Iran, en gros il fait passer en force un candidat en disqualifiant quasiment tous les autres, et donc forcément il n'y a que lui qui peut être élu, donc il est élu. C'est Raisi. Oui, Raisi.
Mais vous pouvez, C'est le président qui est mort au nord de... dans un crash d'hélicoptère, oui, Crash en 2024. en 2024. Bon. On ne sait toujours pas si c'est vraiment un crash. Non, mais- mais bon, moi je ne me prononce Oui, pas, oui, j'ai pas les infos en tout cas. Moi non plus. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est bon de savoir qu'il est mort pendant le C'est crash. sûr qu'il est mort dans un crash. Maintenant, est-ce qu'il a été... Voilà. C'est le hasard voilà, les choses arrivent, ou s'il a été un petit peu poussé. C'est pas. Mais à l'inverse, si le guide suprême estime que la situation politique interne en Iran et à l'international le permet ou rend au contraire l'inverse intenable, il peut dire bah voilà, je laisse en gros n'importe qui être élu, nommer un peu qui veut en tant que ministre, et finalement juste j'interviens ponctuellement s'il veut faire quelque chose de zinzin comme privatiser l'industrie pétrolière iranienne ou ce genre de choses, vous voyez. Mais donc ça veut dire, comme je disais, la République islamique d'Iran, elle est conçue pour en fait être extrêmement souple. Elle peut être quasiment dictatoriale, comme avoir une vie politique qui n'est pas si différente de la France sous De Gaulle, où il y avait un office de la censure, hein, je rappelle, sous De Gaulle, ou même sous Mitterrand, sous Chirac. Et voilà. C'est intéressant parce que ça décrit alors, c'est évidemment une société beaucoup moins complexe parce qu'elle est fictive, mais néanmoins, on en voit on voit que c'est les mêmes origines. C'est le fonctionnement des institutions de la République galactique dans Star Wars. Parce qu'on a un Sénat dont sortira l'empereur Palpatine, qui pervertit toute chose, mais il y a des gens qui s'appellent les chevaliers Jedi qui sont des gardiens moraux, qui conseillent, qui orientent, qui faudrait peut-être pas faire ceci ou cela. On a un peu, enfin, à mon avis, je suis même quasiment sûr, puisque j'ai vu la chose, il s'est inspiré, George Lucas, de Platon, pour penser aussi les chevaliers Jedi. Mais bon, comme dans Star Wars, il doit y avoir des problèmes et des contradictions. Quel est c'est quoi la défaillance dans ce système que vous décrivez? Alors le problème c'est que juste je termine pour un truc. Non mais parce que j'avais oublié de le mentionner. Donc c'est pour vous dire que Ali Khamenei, enfin le guide suprême de la révolution islamique, faut peut-être plus le voir comme un coordinateur du système que comme un dictateur. C'est quelqu'un qui en tout cas est censé avoir le rôle d'un arbitre et qui est censé orienter légèrement les institutions. Et donc voilà. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a une autorité absolue, mais c'est quelqu'un qui voilà qui est censé faire garder la cohérence du système malgré tous les différents courants de pensée, etc. Maintenant, le problème de la République de Platon, et enfin, en tout cas surtout de la République islamique d'Iran, c'est que ce corps des gardiens de la République, on va dire, n'existe pas dans le vide. Il n'existe pas, il vole pas en apesanteur comme ça, de manière presque transhistorique. Tout est humain. Oui, tout est humain. Et le problème, c'est que ces gens-là ont parfois des opinions assez tranchées sur des questions politiques, justement. Donc, ils peuvent pas forcément jouer, enfin, ils pourraient, mais ils ne vont pas forcément jouer le rôle d'arbitre des passionnés, qui pourtant est leur source de légitimité. La raison pour laquelle on leur donne autant de pouvoir, c'est qu'ils sont censés penser au bien suprême de la société, etc. Et quelque part, c'est une vie sacrificielle, quelque part. Donc ce ne sont pas des Jedi. Oui. Parce que ça, c'était le fantasme des Jedi, juste avant, et ils ne sont pas mariés. Oui. Oui, bah, malheureusement. Ils sont moraux. Malheureusement, c'est souvent le cas. Et la République. C'est toujours le cas. Et oui. Mais par exemple, disons que si la République islamique d'Iran s'est située dans un pays qui n'est pas du tout au Moyen-Orient, dans un contexte qui n'est pas du tout celui dans lequel il est, peut-être que ce serait un système institutionnel très intéressant, parce que moi je trouve conceptuellement c'est intéressant comme système. Moi, parce que bon, Platon, c'est on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que la logique sous-jacente n'est pas idiote. Bon, moi je suis plutôt platonicien de manière générale, mais le problème c'est que la République islamique d'Iran, elle vient quand même de la révolution islamique, qui vient d'un contexte d'opposition à Israël, aux Occidentaux, et à une forme de perception d'atteinte, on va dire peut-être pas à la pudeur, mais à la société islamique traditionnelle. Donc notamment la question du voile, par exemple. La République islamique d'Iran a imposé le voile obligatoire dans la loi. Et donc, si vous voulez, Ali Khamenei, alors il n'y a pas que lui justement, mais on va dire la frange du clergé qui a son opinion, parce qu'il faut savoir, petite parenthèse, le clergé en Iran, historiquement, n'est pas totalement convaincu de manière unanime par ce concept de République islamique d'Iran. Vous avez tout un tas justement de clercs iraniens qui sont un peu marginalisés par le pouvoir actuel, et parfois des clercs très haut placés, qui disaient que le problème avec l'interprétation de Khomeini, c'est que vous allez plonger la religion dans la politique. Et donc, en gros, en bout de course, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous dire « Si tu n'as pas la même opinion politique que moi, tu es un hérétique, tu es un mauvais musulman ». Alors que c'est simplement une opinion politique purement humaine. Et donc, vous allez dans l'esprit des gens souiller la religion en la transformant en instrument politique. Et donc, quelque part, ces clercs pensent qu'il faudrait adopter plus une attitude en quelque sorte quiétiste, ou plus douce, plus un soft power de la religion, plutôt que de lui donner les instruments de l'État,
les instruments répressifs de l'État. C'est des discussions qu'il y a eu dans le christianisme. Oui, voilà. Dans le catholicisme en particulier. Mais je veux dire, cette discussion existe réellement en Iran. Et le problème, justement, prenons le cas du voile islamique. Alors, c'est une opinion largement majoritaire chez les savants musulmans que le voile est obligatoire. Je dis majoritaire, c'est pas un consensus hégémonique, parce que je sais que vous avez certains juristes de l'école sunnite malikite, par exemple, qui vous disent le voile, c'est une question de pudeur, mais par exemple, vous avez des sociétés africaines où les seins ne sont pas sexualisés, si vous voulez. Donc, une femme à la poitrine nue n'est pas vue comme immorale ou comme choquant. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'on est vraiment obligé d'interdire, au nom des lois de la pudeur, le fait, dans cette société précise, Oui. pas dans un autre contexte, du coup, est-ce qu'on est obligé de leur interdire d'être comme ça? Bon, donc c'est une opinion qui est minoritaire, hein, qui peut exister dans le... C'est même fait en fait à une époque. Ah oui? À la société minoenne. Oui, effectivement. Les femmes se promenaient avec des longues robes avec des seins à l'air. Oui. Bah, Et disons à l'époque, les messieurs, les jeunes hommes sautaient au-dessus de taureaux. Bon, chaque société, c'est bizarrerie. Hein. Oui, Voilà. mais en tout cas, donc, du coup, vous avez un courant de pensée qui est encore une fois minoritaire, qui dit, bon, bah, si c'est pas une atteinte à la pudeur dans cette société, on ne va pas l'imposer. Bon. Cela dit, même si vous pensez qu'il est majoritaire, se pose une question, c'est-à-dire que les 5 prières quotidiennes en islam sont majoritaires aussi. Est-ce qu'il est du ressort de l'État d'envoyer la police voir dans les maisons des gens et les tabasser s'ils font pas leurs 5 prières? Est-ce que c'est une obligation morale et rituelle, mais qui relève en fait quelque part de la relation entre Dieu et le croyant, en mode bah, vous irez, c'est obligatoire, si vous voulez pas le faire, vous irez vous en expliquer à Dieu, mais ce n'est pas à l'État d'utiliser l'appareil coercitif pour aller vous tabasser en gros. Est-ce que l'État, d'un point de vue de la philosophie islamique, Bien sûr. a le droit d'être totalitaire comme ça en fait? C'est ça la question, de s'introduire à ce point dans les mœurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Un théologien un peu sérieux pourrait considérer qu'une prière contrainte avec un bâton Oui. dans le dos risque peu d'arriver au paradis Oui. chez Dieu. Donc en fait, si vous voulez, la question, c'est est-ce que le voile, c'est plutôt une question d'atteinte à la pudeur, un peu comme en France, on n'a pas le droit de se promener à l'air dans la rue, et donc dans ce cas-là, il peut être légitime d'utiliser la force publique pour l'interdire, ou est-ce que c'est plutôt l'idée d'encourager la modestie des gens, parce qu'il y a également des lois vestimentaires pour les hommes qui interdisent aux hommes de porter de l'or, par exemple. Parce que l'islam considère grosso modo que c'est pas tellement naturel pour un homme de porter de l'or, donc s'il porte de l'or, c'est qu'en gros il veut show off, il fait ça pour cracher à la figure de ses contemporains en mode voilà, regardez, moi je suis riche et vous êtes des sales pauvres puants, quoi, en gros. Donc c'est dans une logique de dégonflement de l'ego que serait interdit le voile dans cette considération, de la même manière que l'or serait interdit pour les hommes. Mais dans ce cas-là, si vous êtes dans cette opinion, eh bien, vous n'avez pas vocation à mettre dans la loi ni dans la Constitution, le voile est obligatoire. Vous pouvez essayer de l'encourager par la pression sociale, voilà, en disant, en faisant des prêches publiques régulières, en finançant des prêcheurs pour faire ce qu'on appelle des rappels islamiques, c'est-à-dire, jeune demoiselle, j'aimerais vous informer en tout cas que d'après la religion de vos parents et de vos parents... Dans certains de nos quartiers, il n'y a pas de loi, mais des gens disent, bon, c'est quand même, c'est bien, c'est mieux c'est, hein, madame. Oui, et même, c'est mieux pour vous, parce que peut-être que Dieu vous le reprochera le jour du jugement dernier. Mais, voilà, puis on vous considérera mieux, ainsi de suite. Mais sans aller jusqu'à l'appareil répressif. Oui. Et ça, le problème, c'est que c'est un dialogue qui n'a pas forcément lieu en Iran, parce que, encore une fois, les clercs qui sont au pouvoir ont leur opinion bien tranchée sur la question. Mais si vous voulez, si on était dans la République de Platon, Ali Khamenei et les clercs qui sont partisans du Walayatul Fari pourraient dire, bon, on lance une consultation interne, parce que clairement, il y a un problème avec le voile dans ce pays, parce qu'il y a beaucoup d'Iraniennes qui sont opposées, même s'il y a beaucoup d'Iraniennes qui le portent encore, qui sont opposées pour savoir laquelle de ces deux opinions, est-ce qu'il y a un consensus, et s'il n'y a pas de consensus, est-ce que, du coup, s'il n'y a pas de consensus et que c'est une question politique, on laisse ça à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, du coup, s'il y a un candidat conservateur qui arrive au pouvoir, il peut inscrire dans la loi que le voile est obligatoire, et s'il y a un candidat réformiste, il peut enlever cette loi. En gros, est-ce que c'est une question qui peut être soumise au débat public? Mais ce dialogue n'a pas lieu. En tout cas, pour autant que je sache, il n'a pas lieu. Et donc, si vous voulez, ça c'est un problème, parce que comme je disais, la source de la légitimité du Walayatul Fari, c'est que quelque part, le clergé est transhistorique, il se situe au-delà des contingences politiques. Mais s'il prend parti pour des choses politiques, la population va dire, vous n'avez aucune légitimité à prendre ces décisions, et donc le système est pourri jusqu'à la moelle, en gros. Il va y avoir une frustration qui va... c'est ce qui est arrivé en Iran. Oui, et c'est un processus qui a pris assez longtemps à se manifester.
Mais et ce qui est terrible aussi avec ce conflit, alors on va revenir sur, parce que vous avez pris à dessein la question du voile, parce que c'est quand même le sujet, puis ça fait écho ici en Occident, mais ce principe de Wilayat al-Faqih, Oui, oui, il a tout le Fari. vient de se manifester de manière très forte pour ceux qui suivent ce qui se passe dans la société iranienne en ce moment, avec ce conflit. Parce que en dehors du voile, il y a tout un tas de sujets qui sont. Est-ce que c'est ce que vous venez de décrire? Est-ce que le clergé doit le contraindre ou pas le contraindre? Enfin, c'est ce que vous avez dit. Israël et les États-Unis sont des ennemis, ils veulent de destruction, qui au bout d'un moment étaient devenus un peu de la population. Vous nous embêtez avec ces délires, c'est un peu n'importe quoi, non en fait. Et là, tous les tenants de la révolution islamique de 79, mais on vous l'avait bien dit, voyez bien, ils veulent nous détruire, il l'a écrit, ils veulent raser la civilisation. Ah, on avait raison, non Vous voyez, là, les libéraux, là, à faire des conneries, vous avez failli détruire l'Iran. Oui. Et ça marche super bien. Exactement. Besoin de propagande, il n'y a même plus besoin d'envoyer de Bassadji dans la rue. Oui, effectivement. Bon, il y a Omerta, France 24, etc., qui le montrent que, disons qu'en tout cas, il y a eu tout un mouvement patriotique en Iran pour dire, bah oui, finalement, les Américains, ils veulent pas de notre bien, quoi. Alors que l'Iran a quand même été assez propagandisé. C'était l'une des sociétés où, on va dire, les Américains dépensaient le plus pour leurs opérations de communication. Et vous avez des Iraniens qui étaient convaincus que, en gros, s'ils tapent, ils ne vont taper que le régime et ils vont nous libérer. Et vous avez je sais plus, je crois que c'est peut-être The Guardian ou The Atlantic, qui avait un reporter en Iran au début de la guerre. Et vous avez une femme ou un homme, je ne me souviens plus, qui disait, au début, je soutenais l'intervention, parce qu'en gros, les 30 dernières années de propagande américaine me laissaient penser qu'ils allaient taper, en gros, Khamenei et les clercs qui le suivaient. Et le problème, c'est qu'ils ont flingué ma tante avant-hier. Et donc, finalement, peut-être que Khamenei et compagnie, ils avaient raison quand ils disaient qu'ils n'étaient pas si bien intentionnés que ça. Et d'ailleurs, on ne se rend pas assez compte, mais en Iran, sur ce que vous dites, quand Khamenei a été tué, donc il y a des gens qui ont fait you. Enfin, il y avait un moment, en tout cas à Téhéran, de sorte de liesse, mais le meurtre des 168 filles dans l'école, ça a glacé tout le monde. Oui, entre autres choses. En fait, ils avaient raison. Horrible. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus tragique d'ailleurs parce qu'en réalité, ça fait au moins 2 décennies, voire plus, que la société iranienne, en tout cas, est partisane d'une sorte de rapprochement ou d'une détente avec l'Occident. Et ça s'est illustré dès les années, il me semble que c'est de 97 à 2005. Vous avez un président iranien qui d'ailleurs était un mollah, qui s'appelle Mohammad Khatami, et qui a été élu sur une promesse, on va dire, à la fois. Alors, le terme libéralisation des mœurs, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il a été élu pour une sorte de détente, on va dire, au niveau de la police morale. D'ailleurs, vous aviez, comme je vous disais, c'est une opinion qui peut être partagée par certains membres du clergé, que cette histoire de police des mœurs est contre-productive même d'un point de vue religieux. Et d'ailleurs, il avait été soutenu par une petite fille de l'ayatollah Khomeini qui utilisait exactement cette ligne d'argumentation. C'est-à-dire, Khomeini, s'il vivait aujourd'hui, peut-être qu'il se dirait, effectivement, ce n'est pas du devoir de l'État de gérer ce genre de choses, et peut-être que voilà, bon. Et c'est pour vous dire qu'il y avait un vrai mouvement dans la société iranienne qui... Mais c'est peut-être ce qu'ils se sont dit après les émeutes de 2022 et le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Peut-être qu'il y a eu parce que clairement il y a une libéralisation depuis 3 ans. Oui, il y a un relâchement de la procédure. Un relâchement, tous ceux qui filment maintenant, d'ailleurs c'est le cas, voient des femmes, elles ne sont pas toutes nues, mais bon. Beaucoup plus. Parfois habillées occidentales, les cheveux à l'air, dans les grandes villes, en tout cas d'Iran. Peut-être qu'il y a eu cette réflexion dont vous parlez, qu'il y avait eu à l'époque de Khatami, qui se sont dit, en fait, il n'y a pas du rôle de l'État, ça va amener du chaos. Oui, mais à mon avis, c'est plus... mon hypothèse, c'est plutôt qu'ils ont vu que c'était le genre de problème qui causait vraiment beaucoup de mécontentement, et à mon avis, pour eux, pour une partie des mollahs conservateurs qui sont actuellement à la tête de ce système, c'est peut-être plutôt, d'accord, on lâche du lest temporairement, mais ce serait bien que quand on aura repris la main, on puisse réinstaurer c'est-à-dire, c'est une concession tactique plutôt qu'une vraie réflexion philosophique. À mon avis, c'est possible que ce soit ça. Mais en tout cas, sous Mohammad Khatami, il a été élu avec l'espoir
qu'il y ait cette sorte de détente et qu'il y ait une détente avec l'Occident. D'ailleurs, en réponse à, je crois que c'est Samuel Huntington qui parlait du clash des civilisations. Oui, possibles. c'est Samuel Huntington. Oui, et bien lui, Bien a compris, comme parce que les gens parlent le livre, mais oui, mais lui, il suivait un peu la polémique parce qu'il me semble qu'il parlait très bien anglais. Il suivait la polémique qui avait lieu dans le monde occidental à ce moment-là, parce que du coup, on était, il me semble, vers l'époque du 11 septembre, vu qu'il mais a... Samuel Huntington c'est un Américain. Oui, mais je veux dire Oui. Ratami. Ratami, pardon. Oui, mais Oui, c'est Ratami, il parle très bien. Ok, d'accord. oui, Ratami parlait sans doute enfin, à mon avis, il parle très bien anglais, donc il a suivi un peu de loin, enfin même d'assez proche, les polémiques relatives à ce livre, surtout dans la vague, après la vague des attentats du 11 septembre, parce que comme je disais, il a servi en tant que président de 97 à 2005, donc il était pile dans l'interventionnisme de l'ère Bush, etc. Et lui, il proposait plutôt le concept de concert des civilisations, vous voyez, ou de dialogue entre les civilisations. Donc, c'est pour vous dire que c'est plutôt cocasse, on va dire, que Ratami, à l'époque où Bush, en gros, faisait une croisade néoconservatrice contre l'islamisme, etc., il était plutôt en mode il faudrait qu'on cherche une détente, des points communs, etc. Et ça date d'il y a très longtemps, en fait, ça date d'il y a 20 ans. Oui. Et ça venait des Iraniens. Et d'ailleurs, Ça venait du concert des nations. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte, là, c'est une carte de 1864. Et Ah oui, c'est oui, le concert des nations, le concept oui, qui a fait que pendant un siècle, ça s'est plus ou moins bien passé. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire? Ratami, alors si on a des auditeurs qui vont sur Twitter, peut-être que vous voyez le clip où c'est un mollah iranien qui dit je suis sûr que les Américains ont lu Alexis de Tocqueville parce que il dit dans de la démocratie en Amérique, etc. Et je veux dire, c'est pour vous montrer que les mollahs iraniens, ils passent leur vie à étudier des textes et donc des fois ils sont très cultivés, même sur des textes fondateurs de la philosophie, ou au moins de la philosophie d'une époque occidentale. Bref, Ratami, il vous cite Alexis de Tocqueville dans un message aux Américains pour essayer de trouver des points d'entente. Bon, donc c'est pour vous dire que cette idée de détente avec les Américains et de libéralisation, dans la vie politique iranienne, ça fait très longtemps qu'elle est là. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, les fameux gardiens de cette république de Platon, qui est la République islamique d'Iran, ils ont parfois des opinions bien arrêtées sur la question, et sous la présidence Ratami, ils ont eu tendance à lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc, la présidence Ratami, elle a un peu fait du surplace, elle a patiné dans la semoule, et ça a causé pas mal de frustration. Et donc, en sous-main, une sorte de radicalisation, parce que Ratami, c'est encore l'époque où vous avez des membres de la diaspora iranienne qui étaient contents de son élection, donc ça veut dire qu'ils avaient confiance dans le système pour se réformer. Alors qu'aujourd'hui, les membres de la diaspora iranienne, en général, ils sont vraiment très très anti-régime. Il y a aucun monde où ils font confiance aux politiciens du régime. Mais bon. Et le problème, il y a un changement là avec la guerre. Ouais, oui, pour certains, oui. C'est moitié-moitié. Oui, c'est moitié-moitié. Mais c'est pour vous dire que le problème, c'est que en agissant de la sorte, en bloquant un peu cette aspiration pour des raisons plus politiques que religieuses, ou politico-religieuses à la limite, Khamenei et les clercs qui l'entourent ont un peu brûlé une partie de leur capital sympathie. Et là, depuis les 20 dernières années, en fait, Khamenei joue un jeu d'équilibriste où il essaye toujours de freiner un maximum ses évolutions tout en préservant l'intégrité du système. Donc, par exemple, après Ratami, les clercs conservateurs se sont alliés avec Mahmoud Ahmadinejad, qui est ce qu'on pourrait appeler un populiste à la Trump, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu vulgaire, un peu beauf presque, vous voyez, mais qui joue beaucoup sur la fierté nationale iranienne, plus que sur la religion. Ahmadinejad, bonne comparaison. Ouais, Ahmadinejad, alors il parle de la religion parce qu'il est obligé dans le système qu'est la République islamique d'Iran, mais il est beaucoup plus dans la fierté nationale, un peu, voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et justement, le problème, c'est que les clercs de la République islamique, ils l'ont soutenu parce qu'ils se sont dit, en fait, on va l'utiliser pas par choc, mais comme mur pour bélier. Ouais, enfin pour stopper les aspirations libérales, pour contrer la vague de libéralisme en Iran, en nous alliant en quelque sorte à une vague plutôt populiste et nationaliste, et en faisant une sorte de conglomérat un peu comme fait Trump, vous savez, entre les nationalistes, les évangéliques, etc. Le problème, c'est que la cohabitation entre quelqu'un comme Ali Khamenei et quelqu'un comme Mahmoud Ahmadinejad, c'est un peu comme si, imaginez un intellectuel de droite radicale comme Charles Maurras était président de la République, une petite uchronie rigolote, et que son Premier ministre, c'était Donald Trump. Il y a un clash des personnalités et des visions du monde, vous voyez. Et en fait, Mahmoud Ahmadinejad a très mal supporté cette tutelle du guide, et le guide en fait, trouvait insupportable le fait que Ahmadinejad essaye toujours de manœuvrer pour... En fait, Ahmadinejad, il voudrait être le dictateur de l'Iran, en fait, le dictateur charismatique. Il aurait aimé être dictateur. Oui, il aurait... Clairement, très clairement. Et c'est pour ça que, immédiatement après que Ahmadinejad soit parti du pouvoir, les autorités iraniennes lui ont totalement interdit d'avoir... C'est juste la souplesse dont on parlait du système iranien qui permet pas justement un dictateur. Oui. Brutal au sens pur et classique. Oui, c'est-à-dire ils peuvent quand même verrouiller pas mal d'institutions. Ils peuvent verrouiller, mais pas jusqu'à ce point. Ouais.
Mais en tout cas, tout ça pour dire, ils peuvent verrouiller, mais en fait, celui qui a le dernier mot, c'est le guide plutôt que le président, Oui. du coup. Et donc, bon, quand même, la présidence Ahmadinejad, elle a permis de temporiser avec cette vague réformiste, avec cette vague réformiste libérale, même si c'est peut-être un peu exagéré de. Mais de toute façon, elle était là. Ce que vous décrivez, c'est sur les 25 dernières années, une pente Ouais. descendante pour les plus durs du régime, Oui. parce que la société change, point. Et Ouais. que, on l'a vu avec les émeutes de 2022, on a vu avec d'autres émeutes avant, vous avez en parlé, mais et en plus, c'est concomitant avec une très très forte éducation Oui. et beaucoup de gens dans le supérieur. Mhm. Bon, on sait que les gens qui font des études, même des études scientifiques, ils lisent, Ouais. ils sont ouverts, comme ce porte-parole des forces armées iraniennes, à la philosophie occidentale, la philosophie ailleurs, c'est peut-être pas comme asiatique, aux autres modes de pensée. Quand on réfléchit, quand on lit, Ils on vont a pas du mal à prendre le mur. ils vont pas être convaincus par un appel à la morale, quoi. On va falloir avoir un argumentaire plus compliqué, effectivement, plus sophistiqué en tout cas. Mais bon. Donc là, le C'est problème, pour ça, encore une fois, que cette guerre, c'est une bouffée d'oxygène pour les mollahs. Oui, même si j'irai Même si à la fin. c'est foutu, je pense qu'il faut qu'il... Je sais pas si c'est foutu, mais en tout Non, cas, mais oui. il va y C'est avoir. la question que j'avais posée à l'ambassadeur d'Iran quand je l'ai interviewé. J'ai dit, bon, mais avec l'éducation, avec de toute façon les évolutions, avec 2022, avec les émeutes, plus la guerre, on sait que les guerres changent beaucoup les sociétés. Vous savez très bien que derrière, une fois qu'il n'y aura plus la guerre, vous ne pouvez pas avoir la société d'avant. Nécessairement, elle aura bougé. Et si vous ne bougez pas, c'est là que ça va clasher fort. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il va falloir qu'il y ait un travail de réflexion et de réadaptation des élites cléricales, justement. C'est peut-être pas fini pour eux, mais en tout cas, ils vont pas pouvoir gouverner comme jusqu'à présent, justement. Mais bon. En tout cas, pour revenir, la présidence Ahmadinejad, le problème, c'est qu'elle a fait quand même pas mal de dégâts institutionnellement à la République islamique d'Iran, parce qu'elle était assez clivante, même d'un point de vue interne. Et en plus, Ahmadinejad a quand même fait un certain nombre de sorties sur l'international qui ont beaucoup terni l'image de l'Iran. Et donc, le guide s'est dit, bon, il me faut quelqu'un pour relâcher de la pression en interne. C'est-à-dire, il me faut une figure plutôt que les réformistes seraient prêts à accepter, mais qui serait prêt, cette figure devrait accepter une sorte de status quo interne sur la question des mœurs, etc. Mais en échange, il va essayer de se rapprocher des Occidentaux, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre avec Barack Obama qui arrive au pouvoir, pour essayer d'avoir des retombées économiques qui fait que la population, finalement, disons, ça améliorerait son quotidien, donc peut-être elle se radicaliserait moins contre la logique du système, si vous voulez. Et donc, c'est l'élection de Hassan Rouhani, qui est une figure réformiste en laquelle le guide a confiance, relativement confiance, parce qu'ils se connaissent de longue date, si vous voulez. C'est un politicien du système, si vous voulez, et qui arrive à la tête de l'État avec une coalition de différents courants du réformisme. Et lui, justement, son programme, c'est grosso modo un peu plutôt status quo sur la question des mœurs, et à la limite quelques petites réformes à droite à gauche, mais par contre, on a des vrais dividendes diplomatiques qui sont liés justement au JCPOA, par exemple. C'est sous Hassan Rouhani, que le JCPOA va être signé. Vous savez, l'accord sur le nucléaire iranien, qui fait que Obama va lever une partie des sanctions, permettre aux Iraniens de avoir une partie de leurs fonds, etc. Donc là, si vous voulez, le guide, il a eu un peu plus la main lourde, c'est-à-dire que parmi le camp réformiste, il a disqualifié un certain nombre de candidats, il s'est dit les réformistes vont gagner, mais il faut que ce soit le camp réformiste, enfin le candidat réformiste qui correspond plutôt à mes intérêts en tant que clerc conservateur, donc c'est Hassan Rouhani qui arrive au pouvoir. Le problème, c'est que ce pari a échoué parce que Trump finit par cracher au visage des Iraniens, encore une fois, en se tirant du JCPOA, et d'ailleurs en assassinant Qassem Soleimani. Le JCPOA, ce sont les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Effectivement. Donc il fait ça en 2018, puis il assassine Soleimani en 2020. Donc c'est-à-dire que le problème, c'est que la présidence de Rouhani, c'est un peu c'est du temps perdu pour beaucoup d'Iraniens, parce que voilà, on n'a pas eu ce qu'on voulait à l'intérieur, et à l'extérieur, ça a échoué. Donc vous avez un mécontentement qui commence à monter, parce que depuis Khatami, ça fait quand même 16-17 ans quand même qu'il y a ces aspirations qui sont toujours sans réponse. Une génération. Oui, pratiquement une génération. Et donc la tactique de temporisation du guide commence à montrer ses limites, elle commence à se voir en fait. Ça commence à se voir que le guide est plus impliqué dans la vie politique iranienne qu'il ne le prétend, et qu'il n'en a la légitimité philosophique et institutionnelle. Surtout que Khamenei se dit, bon, je ne rajeunis pas, à cette époque il a 82 ans je crois, je ne rajeunis pas, et le problème c'est que la situation à l'international devient tendue, les faucons retournent à la Maison Blanche,
la situation interne en Iran commence à devenir pas catastrophique, mais vraiment sous pression. Il faut que j'assure ma succession. Il faut que là, la prochaine présidence, ce soit un verrouillage total du système pour que je favorise la montée en puissance de... Alors, on n'est pas dans sa tête, mais ce que tout le monde pense être son successeur, qui est le clerc très conservateur Ebrahim Raïssi, qui est un peu un bébé Khamenei, quoi. Enfin, Khamenei avec 22 ans de moins. Et donc, Khamenei disqualifie pratiquement tous les candidats à la présidentielle à l'époque, en 2021, de telle sorte que le seul candidat qui a la moindre envergure, c'est Raïssi, qui a quand même une base électorale, mais qui, dans l'ensemble du pays, je veux dire, c'est quoi? C'est 30-35% de la population, si vous voulez. Le clergé conservateur sans adjuvant nationaliste, etc., c'est 30-35% de la population, on va dire. Si on croit. C'est pas mal. Déjà. Mais c'est-à-dire que là, en gros, pendant cette élection, la République islamique s'est vraiment transformée en dictature. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix politique. Il n'y a que lui qui a une chance d'être élu. Et donc, il est passé en force. Et à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu les fameuses émeutes de 2022-2023. Parce que là, c'est 1 an ou 2 après l'élection de Raïssi, qui est passé en force. Et donc là, comme je disais, ça commence à se voir pour l'Iranien du quotidien que le guide ne joue pas fair play, qu'il ne joue pas son rôle d'arbitre des passionnés et un peu transhistorique, un peu en dehors des contingences politiques. Ça se voit qu'il impose son choix. Et donc, il y a beaucoup d'Iraniens qui se disent on ne peut pas accéder, en fait, nos idées ne peuvent plus accéder au pouvoir par le système. Et donc, c'est un peu l'équivalent des gilets jaunes iraniens, finalement, les émeutes de 2022, 2021, enfin 2023, qui sont cristallisées sur les questions du voile, mais qui en réalité sont beaucoup plus profondes, qui sont aussi économiques et qui sont manque de représentation politique, finalement. Bon, il se trouve que Raïssi rencontre malencontreusement son destin en 2024, malgré, c'est ça qui est intéressant, Raïssi essaye quand même de... C'est la preuve que le système est lucide sur l'état politique et économique du pays. C'est-à-dire, sous Raïssi, on a quand même la détente avec l'Arabie Saoudite et avec la Chine. C'est-à-dire, le système est lucide. Mais l'état profond iranien, le système, justement, se dit on a une fenêtre de moins en moins grande pour garder le contrôle du pays sous la pression extérieure, sous la pression intérieure, etc. Donc, c'est juste pour vous dire, Raïssi, c'est pas juste un timbré qui veut la guerre à tout prix contre le camp sunnite, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même une vraie conscience dans le régime qu'il y a des problèmes. Mais il est obligé de se radicaliser parce qu'il ne veut pas lâcher du lest et que la situation internationale ne lui permet pas. Raïssi meurt. Donc du coup, là, c'est un problème parce que Khamenei se dit faire passer en force Raïssi, c'est pas un truc qui... C'est-à-dire, si je le refais encore une fois, en gros, ça va pas être la révolution, mais il y a des chances que ça dégénère très, très, très salement. Oui. Donc il faut que je trouve une manière de lancer un os à ronger à la population iranienne, mais qui ne mette pas en danger l'intégrité du système militaro-clérical. Donc on est d'accord, on est en 2024. On est en 2024. Il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps. Et donc, on est en cours d'élection aux États-Unis. Oui, effectivement. Raïssi a été président 3 ans, quoi. 3 ans et demi, ouais, et il est mort dans un crash d'hélicoptère. Bon. Et c'est dommage parce que pour Khamenei, parce que je pense qu'il espérait que Biden reprenne cette espèce de détente que Obama avait lancée. Donc bon, mais en tout cas, là, Khamenei se dit en 2024, on est vraiment dans une très mauvaise situation parce que la personne qui était très probablement choisie pour être successeur meurt. Les Iraniens sont pas contents et il peut pas rejouer cette carte du passage en force. Il va probablement Et pour rappel, pour resituer tout ça, il y a eu 2022, oui. Les émeutes suite au fait que les Basaji avaient tué une jeune femme d'origine kurde qui avait son voile de travers. Mm-hmm. Voilà. Et que ça avait conduit au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Exactement. Et à une bonne secousse dans la société iranienne. Effectivement. Et donc, là, si vous voulez, Khamenei se dit, bon, il faut que je trouve un moyen de temporiser. Et donc, il va permettre la présentation à l'élection présidentielle, mais en sachant très bien qu'il va très probablement être élu, parce que sinon, l'alternative, c'est vraiment un dur du régime. C'était Saïd Jalili, oui. Qui en fait, c'est un peu l'équivalent de Raïssi, mais qui n'est pas un clerc, si vous voulez. C'est un peu un technocrate, un technicien, etc., mais qui a exactement les mêmes opinions. Ahmadinejad 2. Oui, alors oui, mais qui est... Non, mais oui. Mais je veux dire que lui, il est convaincu du Wilayat al-Fawri. C'est pas quelqu'un qui a d'ambition. C'est quelqu'un qui vient du système, qui est d'accord avec le système, si vous voulez. C'est un idéologue du système. C'est un peu un Macron, mais qui est beaucoup plus intelligent et cultivé, évidemment, si vous voulez. Mais c'est une créature du système, on va dire. Donc, il sait très bien que si les Iraniens vont aux urnes, c'est pas lui qui va être élu, ça va être le gars en face de lui. Et ce gars en face de lui, c'est Masoud Pezeshkian. Mais alors, le problème de Pezeshkian, c'est que c'est un vieux bonhomme sympathique qui, je pense, est bien intentionné,
qui est chirurgien cardiaque, qui a été, je crois qu'il était ministre de la Santé sous l'administration soit Rouhani, soit Ratami, enfin bref, c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience politique, mais c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'envergure, quoi. Il fait d'envergure, c'est quelqu'un qui est un peu timide, qui a pas forcément une bonne éloquence, une bonne élocution. C'est quelqu'un qui n'a pas les réseaux nécessaires dans l'appareil d'État pour on va dire, pas contraindre le guide, mais pour lui mettre une pression en disant, bah, si jamais vous voulez pas négocier avec moi, je fais un scandale, et ça va mal se passer le climat politique. C'est quelqu'un qui n'a pas cette envergure, en fait. C'est quelqu'un. Enfin, Par contre, c'est quelqu'un qui était pour une sorte de libéralisation de l'économie qui a été assez catastrophique, en plus. Oui. Mais même, je veux dire, c'est quelqu'un, par exemple, qui est, en tout cas, si on en croit les fuites qui sont arrivées jusqu'aux médias occidentaux, c'est quelqu'un qui est choqué de voir des Bassidji tabasser des nanas pour leur voile. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est plutôt de cœur, d'obédience plus libérale sur les mœurs. Mais comme je disais, en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas jouer contre le système, ou même contre Ramenei précisément. Donc en fait, c'est un fusible. Ramenei l'utilise pour gagner du temps. Pour dire, bon, si là, on va avoir 4 ans où il y a ce type qui va... les Iraniens sont peut-être déçus, mais au moins, ça va pas cristalliser les passions comme un Raisi ou un Ahmadinejad. Donc on va l'utiliser pour temporiser. Le temps peut-être que la situation à l'international se débloque, peut-être que les États-Unis perdent une confrontation économique contre la Chine qui nous donne du lest, etc. On l'utilise pour temporiser. Et c'est dans cette situation vraiment de crise, enfin de tension, on va dire pré-crise, pas tout à fait pré-révolutionnaire parce que l'appareil d'État iranien est quand même loyaliste, si vous voulez, l'armée, etc., loyaliste, mais de vraie confrontation entre la population, une grande partie de la population et le régime, que se produit la guerre contre Israël, puis les manifestations de janvier dernier, qui encore une fois avaient à mon avis des explications en grande partie économiques, mais vu le contexte que je vous ai dit, en fait c'est un peu un retour des Gilets jaunes version iranienne, quoi, finalement, c'est-à-dire un problème économique qui est amplifié par les problèmes politiques des 20 dernières années, et la tutelle du guide qui est de plus en plus insupportable en quelque sorte. Et donc quelque part, là c'est une aubaine que les Américains attaquent. Parce que bon, déjà, il transforme Khamenei, père, en martyr, et lui donne raison. C'est-à-dire que peut-être les Iraniens pourront se dire, bon, d'accord, il était vraiment lourd avec ses délires, ses mœurs politiques un peu rétrogrades et réactionnaires, etc. Mais il avait raison. Et quelque part, il avait raison de tenir fermement le système politique iranien, parce qu'à chaque fois qu'on a élu des réformistes... C'est clairement ce qu'il se dit. Oui, et à chaque fois qu'on a élu des réformistes qui voulaient la détente avec l'Occident, ils nous crachaient à la figure. Donc, les réformistes, quand les ultra-conservateurs disent que les réformistes sont des traîtres en puissance, des sortes de Macron, enfin, en gros, ils les accusent de vouloir vendre le pays pour vivre comme des Américains, quoi, pour être des Occidentaux, pour être occidentalisés. Quand les ultra-conservateurs disent ça, eh bien, vous avez pas mal d'Iraniens, du coup, qui se disent peut-être que finalement Khamenei voyait plus loin que ce qu'on lui faisait crédit en termes de. Peut-être qu'il était plus. Qu'il avait une vision plus logique finalement. Le problème, c'est que justement, comme je vous ai dit, le système, il est fébrile. Donc, il ne veut pas prendre de risques en élisant un guide suprême qui, comme je vous ai dit, le guide suprême, c'est quelqu'un qui est le coordinateur des différentes institutions iraniennes, mais qui peut avoir un droit de veto sur toutes les institutions. Donc, même d'un point de vue de la Constitution, c'est une position extrêmement puissante. Donc, le système ne veut pas que cette position tombe dans les mains d'un clerc qui n'aurait pas ses opinions. Alors que vous avez des clercs réformistes, comme par exemple l'un des petits-fils de l'ayatollah Khomeini, qui est plutôt du côté réformiste, qui s'appelle Hassan Khomeini, qui, lui, justement, il a plusieurs fois été disqualifié de se présenter aux élections, parce que le système se dit, c'est très dangereux d'avoir un rejeton de Khomeini qui a une envergure politique. Mais en théorie, il est qualifié religieusement pour être guide, donc il pourrait avoir la position dans d'autres circonstances. Mais le système se dit, même si on a des clercs qualifiés pour occuper cette position, on veut quand même des gens qui soient sûrs politiquement, donc qui soient de notre opinion. Et là, le problème, c'est que le réservoir de clercs qui ont les qualifications et qui sont au goût du système de cet État profond se réduit considérablement, et qui ont une envergure politique, parce que, vu l'état actuel de l'Iran politiquement, il faut que ça ne peut pas être juste un religieux. Il faut quelqu'un qui soit capable de faire de l'équilibrisme. Oui, un guide suprême, le mot est bien choisi. Oui. Un guide suprême, c'est quand même quelqu'un qui guide une société dans son... Enfin, c'est pas que sur les questions religieuses. Parce que vous avez tout un tas de clercs en Iran
y compris d'ailleurs, encore une fois, un autre petit-fils de l'ayatollah Khomeini. Et c'est bien aussi parce que le nom Khomeini, ça pourrait éventuellement unifier la population iranienne, parce que Khomeini, même ceux qui n'étaient pas fans de la République islamique, il avait un tel charisme et c'était tellement une figure, si vous voulez, c'est une figure un peu comme De Gaulle ou Napoléon, c'est des figures qui inspirent une vraie dévotion, on va dire. Donc, On a du mal à imaginer parce qu'ici, ah oui. Khomeini, c'est juste avant Satan. Ouais, alors que pourtant, enfin, et c'est marrant parce que sur la page Wikipédia en anglais de Roumanie, vous avez un témoignage d'une Iranienne qui disait en gros, voilà, les révolutionnaires, ils ont foutu en l'air le pays parce qu'ils ont fait des exécutions de masse, donc finalement, ils ont remplacé une tyrannie par une autre, et qui a quand même pleuré à chaudes larmes la mort de Roumanie en disant Dieu protège l'Iran, comment on va faire sans lui? Parce que c'est une figure presque qui est historique au sens où César est historique, si vous voulez. Non, mais pour ceux que ça intéresse et qui ont le courage, on retrouve ce genre de... Enfin, pas ce genre, on retrouve ce que vous dites dans des articles du New York Times de l'époque, qui le rendaient compte de cette manière de Khomeini. Et donc c'est pour vous dire que par exemple, il y a des membres de la famille Khomeini qui non seulement ont le nom Khomeini, donc c'est prestigieux, et qui sont plutôt des clercs respectables et un peu conservateurs, notamment il me semble que son nom c'est Ali Khomeini, qui en plus est bien inséré dans les cercles chiites internationaux parce qu'il est marié à la petite fille de l'ayatollah Sistani en Irak. Bref, en fait c'est quelqu'un qui a vraiment la confluence religieuse un peu du monde chiite, mais c'est pas un politicien. Et donc il a les qualifications religieuses et en temps de paix, dans un Iran qui serait pas situé là où il est et qui n'a pas l'historique où il est, il serait sans doute un guide suprême tout à fait convenable. Mais voilà, il faut un politicien. Mais s'il faut un politicien, ça remet en cause la République de Platon, parce que l'idée d'un gardien, du Conseil des gardiens de la République de Platon, c'est justement qu'ils sont là parce qu'ils ont une vision transhistorique, un peu détachée des contingences politiques, D'où les etc. limites de ce système. Voilà. Et là, le problème, c'est que vous nommez au Conseil des gardiens de la République de Platon pas quelqu'un uniquement pour ses compétences, parce que Mojtaba Ramenei est quand même formé d'un point de vue islamique, etc. Mais il est clairement nommé parce qu'il hérite des réseaux de pouvoir et de sympathisants de son père. Donc il est nommé pour des raisons politiques. Et donc là, vous corrompez l'idée de base de Platon. C'est-à-dire, en fait, c'est un politicien qui usurpe le manteau des clercs, en fait, d'une certaine manière. Et donc, oui, moi je pense que Mojtaba Ramenei, une fois que, si jamais la paix revient et qu'il survit, il va devoir être très intelligent dans la manière dont il présente ça à l'opinion iranienne parce qu'il pourrait être considéré comme tout à fait illégitime dans sa fonction. Vous voyez? D'autant plus alors, on entend beaucoup ici, c'est de l'analyse vraiment de patachon, de type médias de masse. Il y a des problèmes de pouvoir iranien. Le Galibaf, le chef du président du Parlement, n'est pas d'accord avec ceci, cela. Bon, c'est un peu n'importe quoi. La réalité, c'est que la constitution iranienne est assez claire. En temps de guerre, le pouvoir bascule du côté des gardiens de la révolution. Point. Qui gèrent le conflit. Oui. Et c'est exactement ce qui se passe. En réalité, d'autant plus que Mojtaba, il a un peu de légitimité, mais par son père. Visiblement, il a subi des dégâts lui-même, donc il est un peu, en fait, de facto de côté. Là, les choses sont gérées par les gardiens de la Révolution. D'ailleurs, je remarque souvent le collègue dont on a parlé tout à l'heure, qui a une belle gueule, qui est porte-parole, apparaît quand même souvent dans les vidéos Lego, plus que Mojtaba. On verra ce que ça signifie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une unité actuellement au sein du pouvoir. Je pense. Ou en tout cas, on en fait des caisses sur sur rien. Sur des beaux trucs, d'autant plus que, comme l'ont rappelé certains analystes, très bons analystes américains, pour le coup, ils ont tous fait la guerre Iran-Irak, y compris Pezeshkar. Oui. Alors, même s'il n'était pas soldat, mais il était quand même chirurgien dans le corps des gardiens de la Révolution. Effectivement. Bon, une guerre, on sait que ça forge les gens, ça fait des amitiés, et là, ils sont en guerre, donc la sauce doit bien fonctionner, en fait. Oui, puis c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a tendance à projeter chez les autres ce qu'on ne veut pas voir chez soi. C'est-à-dire que, oui, en Iran, il y a des factions qui sont divisées, etc. Mais par contre, l'administration Trump, c'est un seul bloc cohérent avec une logique, alors que vous pourriez faire tout à fait la même analyse. Vous avez le camp Vance, le camp Rubio, etc. Vous pourriez dire l'administration américaine est incohérente parce qu'elle est divisée en factions. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que je vous dis. On voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien, quoi. Donc il faut peut-être pas exagérer en disant oui, l'Iran est au bord d'un coup d'État ou de la guerre civile. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Oui, il y a des divergences de vues comme il y en a chez Trump. Voilà. Puis en plus, contrairement à Trump et aux États-Unis, mais
l'Iran à la cote au niveau international. C'est-à-dire que, Ah oui, en oui. tout cas, dans les pays du Sud global, c'est ceux qui ont, en 6 semaines, abattu l'Empire. Oui. Avec on le voit avec y compris la diaspora, Mm. qui était très, très, très anti-régime, Mhm. et qui est un énorme phénomène de ralliement au drapeau. Alors, il reste un cœur anti tous ceux qui sont très, très proches du Shah d'Iran, mais en fait, ils ne sont pas très nombreux. Mhm. Et on voit des gens qui, y compris le Palme d'Or de Cannes l'année dernière, qui avait sur le dos 1 an de prison, Mhm. pour lequel il était condamné en Iran, y retourner pour dire moi je suis Ouais. iranien d'abord. C'est pas Et sûr. donc là, c'est la bouffée d'oxygène, comme vous me l'avez dit. Enfin, c'est Ouais. fantastique pour le régime, pour le système. On verra si ça dure, parce que bon, la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est quand même 30% des engrais mondiaux qui sont fermés. Donc peut-être que s'il y a des famines, l'Iran n'aura plus le temps la côte que ça. Mais oui, par exemple, au Ah mais Pakistan. je peux vous confirmer là, ce qui se passe en Afrique, ça va être Ah l'Afrique ouais. de l'Ouest va être de l'Ouest vont être les premiers à subir ce problème. Pour le moment, la responsabilité, c'est sur les États-Unis. Oui, c'est vrai. S'ils n'avaient pas déclaré la guerre, il n'y a pas de problème, tout Ah bah, circulait, marchait très bien. bah, Maintenant, objectivement, quand c'est vrai. Marco Rubio dit que le but de guerre, c'est d'ouvrir les détroit d'Ormuz, tout le monde se dit, mais c'est complètement cinglé, ces gens. Oui, oui, bien sûr. C'est déjà ouvert, donc... Mais par exemple, au Pakistan, bon, alors après, la sociologie pakistanaise est un peu particulière parce que c'est un pays qui est marqué par une sorte d'idéal pan-islamique, donc de solidarité islamique qui est vraiment plus marqué que dans d'autres pays parce que le Pakistan, fondamentalement, ils ont écopé des musulmans un peu venus de toute l'Inde, donc c'est un peu un ciment, cette espèce de, oui, solidarité de tous les musulmans, etc. Et il y a une forte population chiite, donc c'est un peu particulier comme sociologie, mais il paraît qu'au Pakistan, si vous allez dans les rues, vous pouvez pas faire 50 mètres sans tomber sur 3 drapeaux iraniens sur les commerces, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vague de popularité, ou en tout cas d'adoucissement de l'image de l'Iran auprès du monde sunnite, parce que pour des raisons historiques diverses et variées, bon, le monde sunnite, parfois, il voit les Iraniens un peu mal, en tant que chiite et en tant qu'Iranien. Mais oui, oui, vous avez toute une vague de sympathie très très marquée qui était inimaginable il y a 2-3 ans, quoi. Surtout à l'époque du mouvement Famille-Liberté, quoi. L'image de l'Iran a fait une révolution, quoi, quelque part. Ils ont très bien joué dessus, beaucoup mieux que les Américains. Ah oui, très clairement. Très clairement. Bon, eh bien, merci Julien pour ce topo en profondeur qui permet de comprendre beaucoup plus sérieusement que ce qu'on entend ailleurs. Oui. Qu'est-ce comment fonctionne le système politique iranien. Mhm. Merci, puis on va continuer sur un autre sujet la prochaine fois. Avec plaisir, merci de l'invitation. Voilà, je pense de toute façon c'est très intéressant. Moi, en tout cas, c'est très intéressant pour moi. C'est déjà ça. Ça l'est pour vous. J'espère aussi. Et d'ailleurs, si ça l'est pour vous, n'oubliez pas de commenter. Comme ça, on peut utiliser les questions ou vos demandes pour la prochaine fois, puisqu'on fait un tour de ce monde chiite dans ses différentes composantes, ce qui est assez rare. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Également, vous pouvez aller sur le site de fpop.media, vous renseigner un email et vous avez accès à toute la littérature sans aucune publicité. Chez nous, ça fonctionne au don. Donc, vous pouvez soit prendre un abonnement bénévole à partir d'un café par mois, 2 € par mois, si vous pouvez le faire. Ça nous aide considérablement. Et puis, pour ceux qui ont beaucoup de moyens, vous pouvez faire un don défiscalisé pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu sur notre page Tipeee ou sur notre page Stripe. Et vous voulez dire? Vous pouvez également jeter un œil au livre que j'ai écrit sur la guerre civile syrienne, dont vous trouverez le lien dans la description, qui est une histoire politique et militaire du conflit, qui est un assez épais volume, donc il faut être intéressé par le sujet. Mais en tout cas, elle existe, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je recommande. Et d'ailleurs, on en reparlera, parce que la guerre en Syrie, on va passer maintenant un peu à la trappe, comme beaucoup de choses, comme les guerres en Libye, comme la guerre en Irak. En fait, tout est oublié, et ça c'est bien quand même de remettre les choses au clair. Très intéressant, très utile pour ceux que ça intéresse, de comprendre ce qui s'est passé et ce qui risque d'en ressortir un de ces jours. Merci Julien, merci à vous et à très bientôt.